Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment bonjour, tu vas René ce matin? Rutéfalon. Ça va très bien. Tu as la joie La joie, peut-être. pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tes positions sont renforcées. Oui, mes positions, mes convictions vis-à-vis des équipes d'Afrique centrale qui sont en lice pour cette compétition, ça me rassure, ça me rend heureux, comme on peut dire. Avec les belles prestations du Zalan national, l'équipe du Cameroun également qui hier, mon frère, on a allumé l'eau même sous l'eau. On a allumé le cigare sous l'eau, tu vois, non? D'accord. Alors aujourd'hui, c'est le 24 janvier et comme le disait René Ruth, on a beaucoup parlé de toi ce matin. Comme le disait René Ruth, c'est la journée de... La journée internationale de l'éducation. En fait, le 24 janvier 2019, le monde a célébré la toute première journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Donc l'UNESCO appelle les pays à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation en tant que force d'inclusion propice à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Donc c'est aujourd'hui le 24 janvier 2024. Et comme toi tu es professeur, on t'attendait un peu. Je suis pas professeur, je suis enseignant. Il y a une différence, il ne faut pas faire dans D'accord. l'usurpation des titres. L'édition 2024 est dédiée au rôle que joue l'éducation et les enseignants dans la lutte contre les discours de haine véhiculés notamment par les réseaux sociaux. Mais ça montre encore une fois l'importance qu'a l'éducation, sinon l'école dans la vie des hommes. Parce qu'il faut savoir que tout dans la vie part d'abord de l'éducation. Quand vous naissez, on peut dire, comme disaient les Romains, vous êtes ce qu'on appelle la tabula rasa. Donc, vous êtes... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Mosley. Oh mon Dieu, qui te peut. On t'écoute. You be you. La Donc, tabla rasa. Tabula. Tabula Voilà. rasa. Vous êtes un peu comme quelqu'un Google qui est dépourvu, on va dire, de tout ce qu'il faut. Mais c'est le contact avec les autres, le contact avec la communauté. Les corrections des papas, non, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais... C'est ça l'éducation, hein, qui te permet, toi, de commencer à, on va dire, à assimiler un certain nombre de savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire dans ton milieu. Et c'est ce qui, aujourd'hui, a donné plus ou moins la formation moderne qu'on connaît de l'école. Donc en fait, naître vierge, mais avec l'expérience, tu changes. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on acquiert de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de se comporter, d'assumer même le relationnel ou encore d'assumer l'interaction avec notre environnement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, c'est un pilier dans, on va dire, l'existence même des nations. Parce que vous ne pouvez pas avoir une nation où chacun fait ce qu'il veut, alors que nous sommes dans une communauté, et une communauté où un milieu où les gens sont censés vivre en harmonie répond à un certain nombre d'obligations. Donc vous avez des droits et des devoirs. Et par rapport à cette manière d'être, vous avez, du moins, on a prescrit un certain nombre de choses qui doivent vous permettre de vous comporter de la manière la plus intéressante que possible pour permettre à ce qu'il y ait toujours la préservation de cette harmonie. Donc l'éducation est essentielle. Et commémorer la journée internationale de l'enseignant, notamment par l'UNESCO, c'est une manière de rendre hommage. Rendre hommage à nos valeurs anciennes, de rendre hommage aux objectifs qui sont des objectifs régaliens de l'État, notamment la formation du citoyen, et de permettre à ce que l'outil qui permet de garantir la circulation de ces connaissances, de ces savoirs, être, vivre et consorts, qui est l'enseignant, soit également valorisé. Oui, mais donc, là, ils ont fait une différence entre la journée de l'enseignant et la journée internationale de l'éducation. Oui, c'est moi qui mets l'enseignant là-dedans pour permettre à ce qu'on comprenne bien, parce qu'il n'y a pas d'éducation sans quelqu'un qui vous suive. Ça peut être votre parent, ce sont les premiers enseignants. Ça peut être la communauté, les tantes, les frères, les cousins, ainsi de suite. Ça peut être la nation, l'État qui donne les instructions qui permettent à ce qu'on puisse avoir ce qu'on attend du petit Gabonais ou du petit Africain
ou de façon générale dans le monde, qu'est-ce qu'on veut en termes d'attitude. Est-ce que tu penses qu'il y a les enseignants ont un rôle à jouer dans la lutte contre les discours de haine véhiculés notamment sur les réseaux sociaux? On va sur une base simple. Vous passez, d'après si tu es père de famille, tu passes combien de temps dans la journée avec tes enfants? Pas beaucoup. Tu vois ta fille ou tes enfants le matin quand tu vas au travail. Donc, parfois, elle n'est même pas encore réveillée. Tu la revois le soir quand tu rentres. Or, entre le moment de ton départ et de son réveil, la décision d'aller à l'école et le retour à la maison, elle est au quotidien avec son enseignant. Les enseignants passent minimum 8 heures par jour avec vos enfants. Donc, l'enseignant peut être un catalyseur qui permettrait à ce que l'enfant puisse assimiler des meilleures notions de vie, du vivre ensemble, qui puisse avoir, du moins, l'enseignant peut servir de conseiller, peut servir de directeur de conscience, ou encore de confident, de quelqu'un qui est là pour vous amener à vous orienter sur la voie qui peut vous conduire vers, on va dire, un meilleur être, vers la vie la moins difficile que possible. Donc, il peut être cet outil-là dont on peut se servir pour véhiculer des messages de vivre ensemble, de la paix, de l'amour, de la charité, de la fraternité, de la collégialité. Et c'est tout ce dont on attend d'ailleurs de lui. C'est pourquoi j'ai souvent coutume de dire, lorsque vous me parlez de l'éducation ici, qu'on ne doit plus ranger l'enseignant seulement dans le prisme de celui qui est là pour transmettre les savoirs savants. L'enseignant, c'est un tout aujourd'hui. Il joue le rôle du père. Mais toi, tu as souvent défendu ici que l'enseignant ne doit pas être un tout. Non, je défends que l'école ne doit pas être abandonnée à cette seule responsabilité. C'est ça que je défends. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, les familles, les parents ne doivent pas croire que l'école peut se substituer à eux. Voilà. Les gens ne doivent pas croire que l'école doit se substituer aux familles, parce que les familles ont un rôle essentiel dans la stabilité mentale et psychomoteur de l'enfant. Or, lorsque nous abandonnons du moins l'éducation ou la formation de l'enfant aux seuls enseignants ou au seul système éducatif, quand on sait qu'il y a nécessairement des pertes en termes de capacité à pouvoir orienter l'enfant entre la maison et l'école, l'enfant peut, s'il marche en allant à l'école, il peut se retrouver à un carrefour et puis il y a quelqu'un d'autre qui lui propose une autre manière de vivre. Oui. Et puis il s'y attache. Entre-temps, il y aura eu cette difficulté de l'enseignant de pouvoir le ramener. Mais s'il y a une conjugaison d'efforts entre la maison et l'école, l'enfant partirait de la maison en sécurité, accompagné d'un parent jusqu'à l'école. Au sortir de l'école, il doit également être convoyé jusqu'à la maison. Cela va garantir un minimum de sécurité pour éviter qu'il y ait autour ce qu'on peut appeler des vautours. Je vais dire ça comme ça, qui viennent... Autour des vautours. Voilà. Qu'il y ait ces vautours-là qui viennent enfreindre, du moins qui viennent faire éruption dans les missions qui sont celles de la famille et les missions qui sont celles de l'école. Mais Mosley, la société a beaucoup changé aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un juste milieu pour régler le problème éducation, enfants, école, famille? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être à la maison à cause du travail. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Et les nounous ne savent pas lire ni écrire, et puis ce n'est pas leur travail. Il faut que l'État se penche un peu sur cette question. Vous savez, chez qui on a coopté ces attitudes, avaient un principe. Quand vous savez que vous ne pouvez pas être disponible pour votre enfant à tout temps, si c'est un des parents, l'autre doit pouvoir assumer la place. Si c'est la mère qui a un emploi du temps difficile par rapport à son travail, parce que c'est normal, la vie, nous ne sommes plus dans des sociétés agraires où c'est la vie agricole qui dominait tout. Donc, on allait au champ ensemble et puis on revenait à la maison. Là, maintenant, parfois, le père travaille en coq, la mère travaille au vendo et vous habitez à Kanda. Bon, dès cet instant, s'il y a un problème d'emploi du temps, que le père, par exemple, parte de la maison à partir de 7 heures pour arriver en coq plus tôt, la même chose pour la mère, il faut que les deux trouvent le moyen
d'avoir un accompagnateur pour leur enfant. Première chose. Un accompagnateur qui soit... Ou bien il y a un qui arrête son travail. C'est possible. Sous d'autres cieux, c'est possible. Mais il faut... L'État peut par faut un exemple dire que bon, le accompagnement mari aussi. gagne 500 000, la femme gagne 200 000. L'État peut dire que je donne 150 000 au mari et puis la femme reste à la maison. C'est pas à l'État de faire ce choix. C'est le choix des familles. Moi, j'ai... Non, c'est-à-dire que si la femme décide de ne plus travailler pour gérer la famille, si l'État met un processus d'accompagnement pour faire en sorte, pour solidifier la famille, parce que tu sais qu'en droit, on nous apprend que la base sociale de l'État, c'est la famille, comme les Romains ont conçu. Je suis d'accord. Donc, si l'État considère que c'est quelque chose d'important pour la stabilité et la postérité, il peut mettre des mécanismes pour autofinancer les familles afin que celui qui a le salaire le moins faible puisse arrêter le travail et que celui qui a le salaire le plus fort ait une compensation afin que la stabilité de la famille soit pérenne. C'était valable dans le monde ancien. Le monde ancien, j'entends l'époque de nos grands-parents ou de nos parents. Quand ils ont chez commencé... les riches, les femmes ne travaillent pas. J'y arrive. Tu dis chez les riches. C'est pourquoi j'y arrive. Dans le monde ancien, il y a que les hommes avaient des salaires assez intéressants. Le coût de la vie était relativement très bas. Et à ce moment-là, on avait la possibilité pour un homme d'assumer même 2 femmes, 3 femmes avec son salaire. Parce que le coût de la vie n'était pas aussi exorbitant qu'aujourd'hui. Or, ce qui s'impose à nous, c'est qu'on se retrouve dans une société où tout a un coût aujourd'hui. Tout vaut de l'or. Donc, il y a besoin pour les familles, aussi bien père et mère, de trouver le moyen de parvenir à assurer l'existence d'abord de leur personne, mais aussi de leur progéniture. Et à partir de là, l'État aussi qui derrière n'a pas seulement n'a plus la même politique que par le passé où on disait, du moins où il y avait une certaine idée que c'est l'homme qui pouvait faire un certain nombre de métiers. L'État aujourd'hui mis sur le plein emploi, mis sur l'inclusion sociale, professionnelle et même financière. Donc cette politique, si l'État venait à décider de dire que je vais... c'est une proposition. Je comprends. Je vais prendre X qui a un salaire relativement bas par rapport aux revenus du foyer pour le mettre à la maison et prendre l'autre pour qu'il continue à travailler et lui acheter quelque chose. Ça va être un peu antinomique avec la vision de l'État aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut peut-être aujourd'hui voir dans quelle mesure on peut créer des mécanismes ou des stratégies permettant à ce qu'il y ait une certaine, on va dire, recherche de l'équilibre pour l'enfant en allant, par exemple, proposer un certain nombre de situations qui feraient que le père peut décider, par exemple, de démissionner pour 6 mois dans l'année d'une entreprise. 6 mois? Je dis un truc comme ça. Non, change. Je suis aussi un peu dans votre esprit. 6 mois. Et les 6 mois, ils bénéficient d'une allocation de chômage. Comme ça se passe ailleurs. En France, par exemple. Par exemple. Ensuite, le mois qui suit, et du moins le semestre qui suit, la femme aussi peut prendre cet engagement. Vous savez que sous d'autres cieux, en matière de code par exemple, de la famille, il y a eu tellement l'évolution de ces questions-là qu'aujourd'hui, vous avez par exemple dans un pays comme la Belgique, lorsque une femme est enceinte, quand elle a 3 mois avant qu'elle accouche, elle peut prendre le congé maternité. 3 mois après son accouchement, elle peut également, elle bénéficie encore du congé maternité. Mais l'originalité aujourd'hui, c'est qu'en Belgique, Congé maternité de 15 semaines. l'homme également peut prendre un congé maternité. 15 semaines? Oui. Oui. Mais si tu es la pièce maîtresse de l'entreprise tombe en faillite. Non, tu peux travailler depuis la maison. Depuis Après, la ça maison. dépend aussi. Ah le bon, télé... si c'est toi qui débouche, ou bien si c'est toi qui gères la distribution, je ne sais pas trop quoi. Il y a des métiers, il faut être là sur place. Oui. Il faut être en présentiel. Mais il faut aussi, c'est pourquoi On va aussi trouver quand on une est solution. manager, lorsqu'on a une profession assez dynamique au sein d'une entreprise, du moins une responsabilité assez dynamique dans une entreprise, il faut préparer aussi de la relève. Il faut former des gens qui peuvent vous suppléer quand vous n'êtes pas là. Donc, derrière, l'homme aussi peut venir solliciter le même congé de paternité et bénéficier également des 15 semaines pour s'occuper de son enfant qui vient de naître parce que
il y a aujourd'hui un besoin, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, d'être présents dans les premières années ou les premiers mois de naissance de leur enfant, pour que l'enfant ne soit pas plus collé à un des parents, comme on le constate souvent, le papa rentre le soir, l'enfant tellement il ne le voit pas, il se demande mais c'est qui ce mec? Donc du coup, on privilégie qu'il y ait cet équilibre-là. Ensuite, il y a ce que René Rude vient d'avancer tout à l'heure. On peut désormais avoir des gens qui peuvent s'amuser à demander à ce qu'il y ait la mise en place dans un certain nombre d'entreprises, un certain type d'entreprises, de la mise en place de ce qu'on appelle le télétravail. Mais nous, on n'a pas encore développé ça suffisamment. Alors qu'il y a beaucoup de nations où on a profité de la pandémie de coronavirus pour mettre en place ces mécanismes-là qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez même vous retrouver à Singapour, vous travaillez, par exemple, je dis un truc bête, si vous êtes, je ne sais pas, chargé des relations humaines à Urban FM, vous êtes à Singapour, vous gérez les relations humaines d'Urban FM depuis Singapour. Ça ne cause aucun souci. Il y a aujourd'hui le développement de ces technologies-là qui font qu'à un moment donné, on peut arriver à cet équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignant, l'école, l'éducation ont un rôle majeur au sein de nos sociétés. Surtout des sociétés en construction comme les nôtres. Société primitive. On a encore des sociétés primitives. On a encore des sociétés primitives. C'est quand même par excès que tu le dis. C'est par excès qu'il dit ça. Tu sens qu'on est encore dans la primitivité. On est dans les besoins primaires. Le sexe, la bouffe. Bon, si on rentre dans les considérations de Maslow, peut-être. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons quand même l'objet. Le sexe, la bouffe, le J. Donc le toit, la femme et le manger. Voilà, c'est comme ça que nos sociétés sont conçues. Les éléments essentiels qui nous poussent vers l'avenir, on ne réfléchit pas dessus. Donc on est des sociétés primitives. Bon, quand même habillé, auréolé. On a le goudron, on a Internet, voilà, c'est ça. On a la télé. Si c'est pour toi, ce qui fait auréolé d'un semblant de modernité. Voilà. La télé et des on est quand même interconnectés dans le monde ouvert. Il n'y a pas la connexion partout. Il y a quand même la connexion. C'est déjà le plus important. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des environnements où on a besoin de refaire, comme le disait souvent un grand que je vais citer, J. Il faut refaire le mindset du Gabonais. Un philosophe gabonais, J. Voilà. Donc, le mindset des populations, parce que de plus en plus, on a comme l'impression qu'on nous glissons vers des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et nous ne nous adaptons même pas aux valeurs que nous voulons épouser. C'est-à-dire que nous nous sommes laissés entraîner dans la globalisation, mais dans cette globalisation, on s'est retrouvé aussi pratiquement piégé. C'est pourquoi j'ai un enseignant à l'université qui nous disait que le problème de l'Africain, c'est qu'il a, passez-moi l'expression et je m'excuse d'avance, il disait, le problème de l'Africain, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Le matin, c'est un gars qui vend la modernité occidentale, le prisme européocentriste, tout ce que vous voulez, la globalisation, la mondialisation. Le soir, c'est le mec qui empagne, qui vante les mérites de nos traditions ancestrales, mais qui, à la fin, quand il va dormir, ne sait pas s'il est occidentalisé ou il est resté africain. Donc, dès cet instant, il nous faut repenser qui nous sommes. Et effectivement, M. Lubabo Nobessak avait raison de le dire. Parce que quand on regarde nos sociétés aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui vit à l'heure de New York, à l'heure de Marseille. Mais quand vous leur parlez de Tchibanga, c'est le vampire. Vous voyez? Donc, il faut... Et René Rude parlait de la question culturelle en rapport avec les musées. Il faut aujourd'hui qu'on revalorise notre histoire. Parce que notre histoire, c'est elle qui permet à chacun d'entre nous de savoir d'où il vient et de penser à comment construire son présent et de se projeter vers l'avenir. Mais si on n'arrive pas à inculquer les valeurs qui sont les nôtres, quoi qu'elles peuvent être phagocytées, parce que je ne peux pas demander aux gens d'aller encore replonger dans la vie de 1920 ou encore dans le monde de 1500. Je ne sais pas ce que nous étions au fond, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un mix entre ce qui est parvenu à nous en termes de réminiscence culturelle par rapport aux us et coutumes de nos ancêtres et ce qui nous a été importé
Et comment on trouve le juste milieu aujourd'hui? Un peu comme les Chinois. Les Chinois ont réussi à faire leur évolution culturelle qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Les Indiens ont fait la même chose. Et maintenant, il faut que de plus en plus, nos pays, qui sont des pays riches d'un patrimoine culturel immense, nous avons à peu près 6 groupes ethno-linguistiques puissants dans notre pays. Nous avons des langues vivantes parce que nos langues, ce sont les premiers véhicules de ce que nous sommes, de ce qui nous représente le mieux. Mais malheureusement, ces expressions ne sont pas valorisées. Comme tu le disais tout à l'heure, on retrouve un masque Ngui en New Orleans, mais on est fiers de voir le masque. Mais est-ce que ceux qui sont là savent exactement de quoi il est question? Et vous-même, est-ce que vous savez à quoi renvoie ce masque-là? Donc, il y a un besoin aujourd'hui du renouveau culturel, de l'éducation. La culture, c'est ce qui éduque. C'est pour la raison pour laquelle vous voyez les Français maximiser sur les musées, sur le théâtre, la musique, investir un peu partout. Le cinéma français, la musique française, les deux sont différents de ce qu'on rencontre aux États-Unis. Parce que les Américains ont une autre manière de voir la culture. La France a sa manière de voir la culture. Pourquoi le Gabon n'aurait pas une originalité en termes de représentation, en termes de promotion de sa culture et de son être? Donc, l'éducation aujourd'hui est importante, l'enseignant est important. Il faut simplement qu'on pense à investir dans l'éducation, qu'on pense à investir dans les outils de l'éducation. Merci Mosley qui revenait sur la journée René Ruth. La journée internationale de l'éducation. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Et l'horoscope des auditeurs, ça donne quoi? Voici votre... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.